Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bonsoir, des mots de minuit, heureux de vous retrouver. Des mots de minuit, il y a autour de cette table beaucoup de mots en jeu. Avec vous, Alain Leprest, vous êtes chanteur, vous êtes un habitué de cette émission. Vous nous revenez avec une actualité qui s'appelle Chez Leprest, c'est le volume 2, et vous réunissez votre famille, hommes, femmes, qui chantent ce que vous écrivez. Et il y a une très belle définition vous concernant que je pique à Robert Migliorini de la Croix, qui parle de vous et de votre poésie incandescente de rescapé. Je trouvais que c'était une magnifique formule, on parle de mots, je trouvais que la poésie incandescente de rescapé, ça vous convient parfaitement. À vos côtés, deux lurons. Ce sera peut-être la première question que je leur poserai tout à l'heure. Pourquoi sont-ils devenus lurons ? Le Paquet, c'est une pièce de théâtre écrite par Philippe Claudel, mise en scène par Philippe Claudel et jouée par Gérard Jugnot. Merci messieurs, on est heureux de vous accueillir. À vos côtés, Igor, pour vous définir, on dit quoi ? Saltimbanque ? Non. Rescapé aussi On est tous rescapés, non mais ouais, enfin voilà. Pas besoin de définir. Alors c'est Arrêtez le monde, je voudrais descendre, le théâtre de Romeshko, c'est votre dernière création. Et on est heureux de vous accueillir, vous, vos amis de scène et vos animaux. Messieurs, le Paquet, avant l'idée du luron, et des joyeux lurons, puisqu'il y a, semble-t-il, si je regarde bien ce qu'on lit dans les gazettes, il y a entre vous, avant une histoire professionnelle, il y a une rencontre. Comment est-ce que l'un a rencontré l'autre et comment est-ce que l'autre a répondu à l'un ? La première rencontre, elle était assez cocasse. C'était il y a quelques années, au moment où j'avais écrit Les âmes grises, quelques semaines ou mois après la parution. Quelqu'un m'avait dit que Gérard Jugnot avait beaucoup aimé le livre, en avait parlé dans un magazine ou sur une radio, je ne sais plus. Et puis juste quelques heures ou quelques jours après, je venais d'acheter une énorme valise dans un magasin parisien. J'étais dans une rue en train de pousser ma valise et je vois arriver face à moi quelqu'un que je ne connaissais pas mais que je reconnais évidemment qui était Gérard. Et spontanément, je fonce vers lui pour lui dire merci d'avoir parlé de mon livre et de l'avoir aimé. Et j'ai vu son regard complètement effrayé de voir un inconnu foncer sur lui avec une énorme valise. Quand je me suis présenté après, il a été un peu rassuré mais pas beaucoup quand même. Puis voilà, c'était le premier contact déjà furtif. Le paquet. C'était déjà un paquet. Il traînait déjà un gros paquet. On entraîne tous un. Vous avez peur dans la rue, Gérard Jugnot ? Quand je vois un type qui a une tête de tueur comme Philippe, qui arrive avec une grosse valise, ce qui me précipite, non. Vous savez, on a le syndrome de John Lennon. Qu'est-ce qui, au-delà de ça, qu'est-ce qui fait du commun entre vous ? Au-delà de cette expérience de scène. Beaucoup de différences, parce que c'est vrai que sur bien des points, on est extrêmement différents, Gérard et moi, quant au goût. Enfin, c'est un homme qui adore le sud, le soleil, la mer. Moi, je déteste ça. Je préfère le froid, l'hiver, la montagne. Bon, il y a des choses anecdotiques comme ça, mais je pense qu'il y a en commun une grande sincérité. C'est une sincérité dans le travail qu'on essaie de faire, dans la vérité des choses qu'on met en place. Une volonté aussi d'éclairer l'humain, par des biais parfois tragiques, mais par des biais qui peuvent être drôles, qui peuvent être humoristiques. Et un plaisir quand même de fabriquer des choses. En l'occurrence, une pièce de théâtre, mais ça peut être des livres, ça peut être des films. Le plaisir toujours constant de faire des choses. Est-ce que vous diriez, Gérard Jugnot, que le personnage de Le Paquet est un clown ? Et en quoi est-ce qu'il peut être clown ? Je crois que c'est un clown, oui. C'est d'ailleurs pour ça que Philippe m'a proposé ce texte. Bien qu'il y ait derrière, il y ait du tragique et de l'émotion. Cela dit, c'est une porte ouverte que j'enfonce tout le temps. Il n'y a pas de rire, il n'y a pas
de comédie sans drame. Le rire n'existe que parce qu'il y a du drame. On ne rit que parce qu'on est mal, que parce qu'on a peur, que parce qu'on veut essayer d'aller mieux ou de se guérir, ou en tout cas de faire aller, quoi. C'est un médicament, c'est un soin palliatif, mais en tout cas, c'est un soin. Donc ce mélange qu'il y a dans la pièce de Philippe entre ce personnage qui arrive comme ça, qui est un marginal, qui est peut-être un personnage qui vient de la suite d'une époque formidable, peut-être un SDF, mais moi je dis que c'est aussi peut-être un STF, c'est-à-dire un sans théâtre fixe. Il voit de la lumière et il se dit tiens, je vais être moins seul, je vais raconter des choses, je vais raconter le monde, je vais raconter ma vie pour exister un peu plus. Et donc il fait le clown, et il le dit à la fin, il fait le clown, mais bon, le masque tombe au fil de la pièce. On va vous regarder dans un instant, mais je pensais à un personnage qui était un personnage de vos romans, un personnage précédent, c'est dans J'abandonne, un de vos premiers romans, Oui. prix France Télévisions en 2000, Oui. soit dit en passant. Et votre narrateur, je crois que votre narrateur dit « Je porte la laideur du monde en moi ». Et je me disais qu'entre le narrateur de J'abandonne et le narrateur du paquet, il y avait cette proximité-là, de manière un peu moins douloureuse sans doute dans... Voilà, dans le paquet, on est dans une histoire qui commence de façon extrêmement comique, burlesque, avec une volonté aussi qu'on a eu Gérard et moi d'explorer tous les registres du théâtre, du comique le plus fin au comique le plus grossier, ensuite le pathétique, le tragique. Mais vous avez raison de préciser que ce personnage, il ne vient pas de nulle part. Il est relié à une série de personnages que j'ai pu mettre en lumière dans certains livres, notamment ce narrateur de J'abandonne, qui est un roman très très dur, ou alors un roman beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, qui est un roman sur l'amitié, plus récent, qui est La petite fille de Monsieur Lynn, où on avait deux paumés, un vieil homme qui avait échappé à une guerre dans un pays d'Asie du Sud-Est, qui arrivait dans un pays occidental, dont il ne parlait pas la langue, et qui se retrouvait tous les jours sur le même banc qu'un autre homme, M. Barque, qui était une sorte de gros homme rassurant, sans doute sans emploi, mais on n'en savait pas trop. Et là, se lie entre les deux hommes une relation extrêmement forte. Donc ce personnage qu'incarne Gérard, c'est vrai qu'il a des cousins ou des parents ou des ancêtres dans ce que j'ai pu faire avant. Mais je pense que c'est... à la fois c'est normal, c'est rassurant, et c'est aussi une façon pour moi de relier ce que je fais par des biais qui sont parfois différents ou avec des lumières différentes, puisque le grand plaisir quand même d'un texte comme celui-là, c'est qu'il n'est qu'une chose un peu morte qui ne parvient à exister que grâce au talent d'un comédien, en l'occurrence Gérard. C'est-à-dire que c'était conçu pour être incarné. Et cette incarnation au théâtre, elle n'a pas de sens si elle n'existe pas. La preuve, extrait, 2 extraits. Nous manquons d'arbitres. Il en faudrait partout. Et pas seulement dans l'enceinte des stades. Je rêve d'un monde inondé d'arbitres. Des millions d'hommes en noir, dans nos rues, sur nos places, dans nos villes, nos immeubles, nos campagnes, avec de superbes shorts satinés, des maillots moulants et un très gros sifflet. Un gigantesque sifflet. Et puis plein de cartons. Une profusion de cartons dans leurs poches, des jaunes, des rouges. Surtout des rouges. Je suis parti à pied. Sans un regard pour mon passé. J'étais pur, heureux. Derrière moi s'estompait la silhouette de notre petite agence bancaire, une parmi les centaines qui m'appartenaient, et dans laquelle, durant 28 ans, j'avais passé de si bons moments. Je ne me suis pas retourné. Je ne suis pas un être nostalgique. Je suis un fonceur. Je suis un wheeler. Je suis un battant. Je ne regarde que devant moi. Gérard Jugnot, vous aimez vous décaler par rapport à la perception qu'on peut avoir de vous généralement? C'est pas une volonté de se décaler, c'est une volonté de faire ce qu'on aime et ce qui vous plaît. C'est vrai que parfois il y a un décalage entre ce que les gens aiment de vous et puis ce que vous avez envie de leur montrer ou d'explorer de nouveau, parce que
c'est terrible pour un acteur de jouer tout le temps la même chose. Moi, je veux dire que j'ai toujours eu une terreur des gens qui rentrent comme ça à la télévision dans un rôle et puis qui font ça pendant 20 ans. Souvent les rôles de commissaire, par exemple. C'est terrible parce que le type il gagne bien sa vie, hein, mais Pensez à Navarro. il dénoue même pas les affaires. Bon, alors, il a des avantages dans la rue, on lui fait il a moins de PV, mais si c'est pour faire l'inspecteur toute sa vie ou la concierge ou un personnage, c'est Est-ce triste. que vous avez encore, avec la carrière qui est la vôtre, comment dirais-je, la notion de la mise en danger? Est-ce qu'il y a encore une volonté ou est-ce que... Ben, tout le temps, oui. Mais déjà, se mettre sur une scène, en plus seul, avec un texte d'une grande difficulté, comme a écrit Philippe, c'est un peu téméraire. Oui, c'est vrai que c'est... Mais il avait une grande valise quand vous l'avez cogné, quoi. Oui, oui. Mais en même temps, c'est aussi une espèce de dire, voilà, je remets en danger le truc tous les jours. Mais je crois que dès que vous êtes au théâtre, tous les soirs, c'est une mise en danger. Qu'y a-t-il dans le paquet? Voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est aussi, quelque part, la pièce est une métaphore du théâtre. Je pense que le théâtre, on vient voir des êtres qui jouent la comédie, mais nous-mêmes, en tant que spectateurs, on apporte également beaucoup de choses. Et je pense que le théâtre existe quand se noue le lien magique entre la salle et la scène. En l'occurrence, avec ce paquet, c'est vrai qu'au départ, on peut imaginer qu'il y a le corps de sa femme, peut-être parce qu'il parle beaucoup de sa femme, ce personnage, sa femme qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, dit-il. Le paquet est aussi lourd que ma femme. Et il est très lourd, il a presque la forme d'un corps. Après, on se rend compte qu'il l'a sans doute farci de beaucoup d'autres choses. Des choses qui sont peut-être moins matérielles. Le paquet, hein, pas sa femme. Qui sont plus lourdes en même temps et auxquelles il tient davantage. Puis, vers la fin de la pièce, on se rend compte que ce paquet qu'il nous tend, qu'il nous brandit, qu'il nous jette presque littéralement à la face, eh bien, il est rempli aussi d'énormément de choses qu'on porte nous. D'ailleurs, à la fin de la pièce, il y a une sorte de transmission. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avons, spectateur, le paquet. Avec, on part triste, hein, on sort on triste. part interrogatif. On part Il y a lourd, beaucoup de gens qui m'ont dit, oh là là, moi ça fait 2 semaines, 1 semaine, 10 jours que j'y pense, ça me pose des questions. Est-ce que c'était fait pour ça? Je dis oui. Je pense que l'art, quel qu'il soit, le théâtre, la littérature, le cinéma, la musique, la danse, tous les spectacles vivants sont faits pour nous poser des questions. Je crois que c'est la vertu aussi de l'art, une croix, de là, nous il le dit. interroger. Oui. C'est une croix qui porte. Mais Et qui porte pour nous, d'ailleurs. Ouais. C'est ça aussi comment dirais-je, c'est christique. le comédien, c'est quelqu'un qui, il le dit un moment dans la pièce, il dit bah, je suis seul sur la scène du crime. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Le comédien, quelque part, c'est quelqu'un qui est soit un peu plus fou, soit un peu plus courageux pour aller sur scène et se mettre en lumière et jouer nos vies. Alain Leprest, c'est comme le chanteur, cette idée de courage, celui qui se met dans la lumière. J'entends tout ça et à la fois, je dirais que moi, les cartons, les paquets, les bagages, les valises, tout ça, c'est des mots qui font partie de mon quotidien. Parce que je vis un peu cette précarité, un peu par choix aussi. Hein. Je suis un privilégié, en ce sens, je ne peux pas me mettre à la place de celui, malheureusement, qui n'a pas d'autre choix que celui-là. Mais les trousseaux de clés, les meublés, les hôtels, je partage cette vie-là aussi. Je partage aussi une vie amoureuse. Mais j'aime bien me retrouver comme ça, un petit peu. Oui, du courage, non. Enfin, il y a des gens qui s'y prêtent, quoi. Un mot à tous d'ailleurs, sur la solitude. Où est-ce que vous vous sentez le plus seul l'un et l'autre? Est-ce que c'est quand vous incarnez cet homme avec ces valises qui sont lourdes et ce paquet, est-ce que c'est quand vous êtes réalisateur? Est-ce que quand vous êtes comédien de cinéma? Pour vous, est-ce que c'est quand vous êtes écrivain, seul devant le bureau de travail? Ou est-ce que c'est quand vous êtes metteur en scène? Ou cinéaste? Non, je pense qu'au contraire, moi, si je fais du théâtre, c'est pour pas être seul. D'ailleurs, c'est même moi qui ai rajouté à la fin, quand les gens... bien sûr, vous allez partir, parce que je crois que c'est très, très émouvant d'aller le soir dans une salle et qu'il y ait des gens qui vous attendent quand ils sont là, hein, et qui ont payé leur place, qui ont fait le choix de se déplacer. Donc on a aussi un devoir de leur donner quelque chose. Là, on ne se sent pas du tout seul, au contraire. Non, la solitude, elle est peut-être... Quand le rideau est tombé, il n'y a pas de rideau, mais quand on se retrouve face à la glace, quand on se change, oui, c'est peut-être là la solitude. Moi, je pense que paradoxalement, alors pour connaître le fait d'écrire un livre,
où a priori on se dit que là on est très seul. Les moments où je me suis senti le plus seul, c'était comme metteur en scène de cinéma. C'est paradoxal parce qu'on a autour de soi et pour soi et qui vous aide à faire fabriquer quelque chose, une équipe importante. Mais je me suis senti très seul parce que je me rendais compte que j'étais le seul à avoir l'idée précise de ce que je voulais, que tout le monde, avec toute sa bonne volonté, les comédiennes, les comédiens, les techniciens, m'aidaient à faire cela, mais que chacun avait une vue morcelée de ce que je voulais faire. Et que j'étais le seul à essayer d'avoir le puzzle. Et ça peut créer beaucoup d'angoisse. Et apparemment, ça marche bien, puisqu'il y a longtemps que je t'aime a été largement noté et récompensé un peu partout. Avant de regarder un extrait de ce film que vous avez fait comme réalisateur, en ayant précisé que vous travaillez sur un autre film, sur un deuxième film, qui s'appelle Silence d'amour, hein, je crois. Une question sur ce besoin de retour au réel que vous avez. C'est-à-dire que vous avez écrit sur le tard, la quarantaine venue, ou presque, et là, d'un seul coup, c'est ouvert pour vous des perspectives riches et diverses. Hein. On a parlé des âmes grises, l'adaptation d'Angelo, etc. Avec ce film qui a été un succès pour le premier, vous avez acquis apparemment une volonté de retour en permanence au réel. C'est Véronique Ovaldé qui vous consacre un papier, je crois que c'est en 2008 ou en 2009, et elle dit notamment que pour ce film, vous imposez à Christine Scott-Thomas de fumer des clopes pourries, et que vous mettez Zilberstein sur des talons plats. Oui, donc, sans talons. Ouais. Ou sans talons. Hein, donc toujours cette volonté de retour au réel. D'humilier l'acteur. D'humilier l'acteur, oui, absolument. Vous êtes humilié avec votre Vous débardeur, je avez suis vu les d'accord. vêtements que Gérard a choisis, je ne lui ai rien imposé. Ah, c'est vous. Non, je plaisante, c'est vrai qu'il y avait une volonté de choisir comme ça des vêtements. C'est pas qu'ils sont inconfortables, mais ils sont quand même inconfortables, je pense, pour Gérard, parce que la veste, par exemple, est trop petite, les chaussures ne sont pas du tout ce qu'il porte d'habitude, le maillot est moulant. Mais je pense que c'est sans aller vers des théories de certains metteurs en scène qui s'amusaient à vraiment contrarier physiquement leurs comédiens en mettant des cailloux dans les chaussures. Voilà. Non, sans aller jusque-là, je pense qu'il y a certains détails, effectivement, qui peuvent permettre de construire un personnage. Et ces détails ne sont pas forcément des détails les plus spectaculaires. C'est vrai que dans Il y a longtemps que je t'aime, faire mettre à Elsa des chaussures sans talons, ça modifiait complètement sa démarche, ça lui donnait une démarche beaucoup plus fragile et émouvante. Le fait de faire fumer à Christine des cigarettes épouvantables, on voyait à la fois l'addiction et le dégoût que ça provoquait. Donc c'était des détails intéressants. On va la retrouver. Acteurs, ça. On va la retrouver dans l'extrait. Le thème de ce film, c'est une femme qui revient chez sa sœur avec un secret, puisqu'elle sort de prison. Elle a été 15 ans en prison. Et lors d'un dîner, d'un repas, elle va dire ce secret. Elle va dévoiler son paquet. Excusez-le. Quand il a un peu bu, il devient très pénible, mais c'est pas un mauvais cheval. Ils sont tous persuadés que vous plaisantiez. Moi, je suis sûr que vous ne plaisantiez pas. Avant d'être à la fac, j'ai enseigné 10 ans en prison. J'en parle jamais. J'y allais 3 fois par semaine. Et j'en sortais 3 fois par semaine. Rien n'a jamais plus été comme avant. Je regardais tout différemment. Les autres, le ciel, le temps qui passe. Toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés derrière les murs, je me suis aperçu qu'ils étaient comme moi. Qu'ils auraient pu être à ma place, ou moi à la leur. Tout est si mince parfois. Laurent Gréville avec Christine Scott-Thomas. Dans votre vie à vous, alors avec accessoirement un repère biographique chez vous, vous êtes universitaire, vous êtes agrégé de lettres, vous enseignez aujourd'hui le cinéma et vous avez aussi été beaucoup en prison. Hein, ça donnait un livre, c'était Le bruit des trousseaux. Le bruit des trousseaux. Hein. Il faut préciser, parce que moi, il m'a dit ça. Et j'étais effrayé. J'ai passé 12 ans en prison. Et en fait, il a été
Il travaillait, oui, il Enfin, travaillait il a dans les été- prisons. Il n'a pas été incarcéré. J'aurais comme pu, délinquant, Gérard, mais, parce que... mais il te manquerait où tu devais finir. Mais j'aurais pu, parce qu'à la fin de ce livre, je dis qu'il faut tous qu'on se prépare à la prison. C'était un peu provocateur dans le livre, parce qu'il y avait un aspect un peu quand même, comme dans souvent ce que je fais, de faire un peu bouger les gens, de les réveiller. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas croire que la prison n'arrive qu'aux autres. On peut, pour des raisons très bêtes, se retrouver... on l'a vu ces derniers temps en garde à vue, par exemple, mais on peut, pour des raisons très bêtes aussi, se retrouver quelques jours, quelques mois, quelques années en prison. Donc c'était ce qui était intéressant pour moi, par le biais du livre que vous rappelez, Philippe, et par le biais du film aussi, de rappeler que cette frontière dont parle Malgréville, elle est mince, justement. Très mince. Surtout dans des environnements ou dans des époques historiques singulières. Je voulais vous signaler le film de Stéphane Mercurio qui s'appelle À côté, et qui est un documentaire qui montre des femmes qui attendent le moment du parloir et le moment de la rencontre avec leurs hommes qui sont en prison. C'est un film dont on avait parlé quand il était sorti et qui sort aux éditions Montparnasse en DVD. Si je puis me permettre, oui. Philippe, il y a eu un très beau film, très beau premier film l'année dernière, dont vous avez sans doute parlé aussi, qui est le premier film de Léa Fener, Qu'un seul tienne, les autres suivront, qui apportait un regard cinématographique mais d'une justesse incroyable sur cet univers, et notamment l'univers des parloirs en prison. On a reçu son comédien. Comédien, très, très, très beau film aussi. Et un dernier mot sur cette idée du retour au réel. Aujourd'hui, vous êtes... est-ce que vous avez aussi besoin dans la vie de revenir à des choses simples ? Comment vous ressourcez ou comment vous limitez la possibilité financière, budgétaire qui est la vôtre aujourd'hui ? Oui, moi j'ai toujours besoin de revenir à des choses simples, revenir à la vie en fait tout simplement. Il faut être conscient quand même du fait que écrire des livres ou faire des films ou faire des pièces, ce sont des activités de grands enfants qui veulent toujours le demeurer. C'est-à-dire on joue à faire, voilà. Chaque soir on joue à être la princesse, le dragon, l'homme qui porte le paquet, mais c'est des jeux d'enfants tout ça. Donc il y a cette espèce d'étrangeté qui fait que certains d'entre nous sont autorisés à les pratiquer et plus les autres. Les autres sont autorisés à les regarder, les autres jouer aux enfants, mais certains d'entre nous peuvent le faire. Donc c'est important, en tout cas pour moi, de revenir toujours en deçà ou à côté et de revenir à des activités simples ou en tout cas quotidiennes. Et l'enseignement en est une. C'est très bête à dire, mais c'est vrai que le fait d'avoir des contacts avec des étudiants, de faire cours, d'être dans un essai de transmission, parce que je crois que c'est une des choses les plus difficiles qui existent, essayer de transmettre des choses, et bien tout cela me ramène à un quotidien qui est enrichissant et en même temps qui me donne une grande stabilité. Pour vous, Igor, le contact, c'est dans vos spectacles, et notamment dans la manière de rencontrer le public, c'est quelque chose d'essentiel ? Enfin, comme pour n'importe qui, mais ça dépend de quel spectacle. spectacle. Sauf que là, vous utilisez le public et vous l'amenez à votre table. Ah oui ? Vous êtes venu à la table ? Non, j'ai bu un coup de vodka pinard. Ouais, ben c'est ça. On peut pas ça. Vous mettez de l'eau, nous on met du vin, mais il y a toujours quelque chose à boire. Enfin, c'est... Oh bah, quand je vais voir Gérard Jugnot, il m'offre rien, hein, je vous promets. Bah, Il fallait rester à la fin. Tout est dans le paquet. Il y a peut-être des bouteilles, des canettes dans le paquet. Des canettes de... Non, mais ce qui est... Ouais, bah, bien sûr que le contact est important quand on dit, quand on parle de ne pas être seul. C'est pas une question de solitude, c'est une question quand on est ensemble, on a moins peur. Voilà, c'est tout. Donc c'est un moment... C'est joli cette phrase, quand on est ensemble, on a moins peur. C'est si on a peur du noir, quand on est môme, à deux, ça, voilà, on se parle. Et quand on est avec le public qui est là, bon, on remue des choses qui peuvent être amusantes, drôles, légères, des choses profondes, mais on a moins peur. Voilà. Gérard, comment est-ce que vous faites, vous, pour rester en contact avec la réalité ? Je trouve que c'est le théâtre, le cinéma. Quand vous faites un film, c'est vrai que quand on est que acteur, il y a un côté enfant gâté, on vient vous chercher, vous êtes dans votre loge, tout. Enfin, on vous soigne. On vous soigne, oui, mais enfin, en tout cas, moi, je vais au théâtre à pied, je fais mes courses, je fais la cuisine, j'ai une vie tout à fait simple. Et je trouve que le théâtre, c'est très artisanal. C'est bon, on s'habille, bon, je ne suis pas d'habilleuse. Enfin, si, elle nettoie rien, parce qu'il faut au contraire que ça reste très chiffonné. Mais et puis après, bon, on est dans la rue, moi je regarde la télévision, je vis normalement, j'ai pas l'impression de tout. Je vis un petit peu différemment parce que les gens me connaissent, mais c'est un petit peu comme si j'habitais un village qui fait 50 millions d'habitants. Mais sinon, ma vie est tout à fait simple. Enfin, j'ai une vie de privilège parce que j'ai de quoi m'acheter à manger. Mais sinon, je crois que j'ai pas du tout l'impression d'être différent, quoi.
Comparaison avec ce que disait Philippe tout à l'heure, quand il parle de son métier de réalisateur, et sur cette idée de solitude. Vous-même, vous êtes en permanence en train de brouiller les cartes, puisque vous avez une grande carrière de réalisateur de publicité. Tu t'es vu quand t'as bu, hein, par exemple. Et puis... Avec Cotillard. Ouais. Avec Marion Cotillard, c'était son premier rôle. Elle avait 16 ans. Absolument. Elle était formidable. C'est vrai. Ouais. Je me souviens plus. Et donc, on voit bien que vous passez de registre, d'un registre à un autre de manière presque assez systématique. Oui. Oui, parce que je dois dire que chaque activité me défatigue de l'autre. C'est une manière de se ressourcer, de ne pas s'user, de pas être dans la lassitude. Là, moi, je vais faire du théâtre jusqu'à fin avril, puis après, j'espère faire un film, je vais me remettre à écrire. Voilà, quoi. Bon, c'est une manière de vivre les choses. Quels sont les rôles dans lesquels vous vous sentez mieux ? Quand on regarde votre cinéma, vous avez pu être franchouillard, vous avez pu être ce directeur sympathique de choriste, enfin cet animateur de choriste. Dans Rose et Noir, il y a au-delà de la satire sociale, il y a presque un message politique, même si le film ne rencontre pas son public. Où est-ce qu'aujourd'hui vous porte votre âge ? Non, je veux dire que il y a dans la pièce de Philippe cette phrase « Je ne suis qu'un pauvre type sans intérêt, cousu avec la peau de tous les autres », qui est la définition de l'acteur. Moi, je trouve que si j'avais été que acteur, je n'aurais pas été satisfait, parce que acteur, on est une baudruche qui se gonfle joliment quand l'air est pur et beau comme celui de Claudel. Parfois, l'air est putride et on se dégonfle. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de satisfaction à être que acteur. Parce que quand on dit « Ah, bravo, je ne suis ni une ordure de Père Noël, ni Ramirez, le collabo, ni même le saint Clément Mathieu des choristes. » Donc, moi, je veux dire que je suis plus heureux quand j'arrive à écrire mes films et à les faire, ou les pièces. Enfin, là, j'ai l'impression d'exister un peu plus, quoi. Où êtes-vous allé chercher Pic Saint-Loup ? Près du Languedoc, près de Montpellier. C'est une très belle... un très bon vignoble. Très bon vignoble, oui. Mais oui, non, Pic Saint-Loup, c'était une manière... J'avais envie de parler de la tolérance, et de l'intolérance. Et d'ailleurs, j'ai reçu une volée de bois vert d'une grande intolérance. C'était assez étonnant. Un petit film gentillet qui voulait dire « Ça m'en foutez-nous la paix avec les religions, laissez-nous vivre ». C'est comme la chanson de Souchon que j'aimais beaucoup, « Si le ciel était vide ». Et c'était une manière de dire, voilà, là on parle beaucoup d'intégrisme, fou de Dieu, mais à la Renaissance, il y en avait d'autres qui étaient fous de Dieu, c'était pas les mêmes, et ça continue. Et donc voilà, j'avais... Attendez, vous en rajoutez un peu, parce que dans cette histoire, Saint-Loup, qui est donc le couturier du roi, oui. se fait missionner par Henri III, et il se trouve que son nègre, c'est-à-dire celui qui fait le boulot à sa place, est musulman, non, oui. Et vous les envoyez chez les cathos, enfin bon... Oui, bah oui, on a un peu. Ça, c'est le principe de la comédie, de mettre tout ce qu'il ne faut pas pour exactement comme Batignolles était charcutier et il reçoit un petit enfant juif. C'est la comédie. C'est sûr que là, on a un peu compliqué les choses. C'est-à-dire qu'il y a son assistant est aussi une folle tordue comme lui. Son assistant aussi est protestant. Il veut mettre une bombe. Il y a des juifs. Il y a un concentré de folie du monde. Un paquet, quoi. Oui, il y a un paquet. Alors, peut-être qu'il y en avait un peu trop, mais moi ça m'amusait beaucoup et surtout j'avais envie de m'éloigner de l'actualité pour en parler mieux, quoi. Extrait de ce film Rose et Noir de Gérard Jugnot. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je me décatis à vue d'œil. Alors j'avais pensé qu'il était peut-être temps, enfin je veux dire, de me trouver une sorte de... Une sorte d'héritier. Bon, je peux parler? Pardon. Question argent, vous proposez quoi? Avant de parler d'argent... Nous vous proposons un contrat. 3 mois à l'essai, ensuite si tout va bien, nous signerons pour 1 an. 3. 2. Dans ce cas, un salaire fixe. Ce montant. Mais tu rêves! Ah non, ça fait 3 ans que je fais toutes vos collections. Ouais, mais enfin, c'est monsieur qui prend tous les risques. Tel que vous le voyez, il est presque ruiné. C'est pas à cause de nous, ça. Nonobstant, si monsieur le permet, nous pourrions lui en accorder la moitié. Et un carrosse de fonction. Sans oublier l'essentiel. Quoi encore? Mon nom à côté du vôtre. Ton nom à côté du mien? Collection Pic Saint-Loup et Jamel Hammamouche. Mais un nom pareil ferait fuir toute ma clientèle. Réfléchis un peu, mignon. Pic Saint-Loup, c'est vraiment ma mouche. Je peux changer de nom. Excellente idée. Mais physiquement, il sera toujours un arabe. Et un arabe en Espagne, c'est risqué. Comment ça en Espagne? De Funès? Non,
je n'ai pas cette prétention. Non, c'est vrai qu'il y a un petit hommage à la folie des grandeurs, mais ça m'amusait de jouer un personnage un peu excentrique comme ça, et qui tombait le masque. C'est vrai que moi j'ai toujours fait des films avec des personnages simples, ordinaire, qui était confronté à l'extraordinaire. Là, ça m'amusait de montrer un personnage un petit peu comme ça, extraordinaire, extraverti ou inverti, et qui va se confronter à la réalité du monde et qui va peut-être devenir un homme simple, ordinaire, quoi. C'est peut-être la démarche que j'ai en ce moment à mon âge par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis un petit peu hors de la norme, puisque les gens me connaissent, ils ont l'impression que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez une barbe d'ailleurs, pas mal. Oui, les gens pensent que je me suis converti à l'islam d'ailleurs. Peut-être pas encore. Philippe Claudel, si on reste sur le cinéma, Silence d'amour, c'est un film que vous avez en préparation. J'imagine que vous écrivez aussi. Il y a longtemps que je t'aime, Silence d'amour, Parlez-moi d'amour, une autre pièce de théâtre que vous avez Oui. Parle-moi d'amour, c'était la première pièce. Je t'aime, amour, amour. Un pur vaudeville, hein. C'était vraiment une scène de ménage entre couples qu'avait joué Michel Leb et Caroline Siol. Mais c'est vrai que moi j'ai envie un peu de mettre de l'amour partout, même si ce que je fais parfois est assez noir. Mais comment dire, si on revient aux livres par exemple, les livres que j'ai écrits jusqu'à présent sont des livres qui sont assez tragiques dans leur ampleur et dans leur dessin. En même temps, et ça les lecteurs le remarquent bien, c'est toujours des livres qui sont étoilés de lumière et qui ont une portée humaniste, ou en tout cas je l'espère, qui ont une ouverture humaniste. C'est peut-être ce qui me définit le mieux, c'est-à-dire que j'ai un regard assez pessimiste sur le monde, sur la société, comme elle va, mais en même temps, je suis resté d'une grande naïveté et plein d'un espoir énorme. Et cet espoir, notamment, il se fonde sur la faculté d'amour que nous avons tous, quoi. Parfois, on essaie de la contraindre, parfois, on n'arrive pas à l'exercer complètement, mais je pense que si on essayait de définir l'humanité, ce serait dans ce sentiment qui nous pousse les uns vers les autres et qui nous pousse parfois à faire des choses magnifiques, qui nous pousse parfois aussi à faire des choses plus contestables. Le bouledume, bouleversant d'humanité. C'est joli, messieurs. Je voudrais vous montrer à tous, d'ailleurs, parce que ça nous concerne tous, Logorama, court-métrage d'animation signé par un collectif qui s'appelle H5, qui vient d'être primé à Clermont-Ferrand et qui montre comment la publicité et la réclame ont envahi notre espace. C'est très court. Ce film est également nommé aux Oscars. Life, good morning sun, how are you, skies above, gee it's great to be alive and in love. Good morning life, good morning birds, sing out you're happy too, feel so good 'cause I'll be seeing her soon. Last night she said she loved me, what a pity to part, I slept with both eyes open, waiting for today to start. Good morning, life. Gérard Jugnot, vous êtes un complice de la publicité, de cet envahissement? J'ai arrêté d'être complice. C'est vrai? Non, ça fait 5 ans que je ne fais plus de publicité. Non, mais la publicité... C'était bien vos films publicitaires. Oui, j'aimais bien. Moi, j'étais spécialisé dans les comédies. Hein. Je faisais des comédies. Et souvent, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec la Française des Jeux, qui avait un grand complexe. Hein, parce que c'est de faire de la publicité pour jouer. Et donc, ils offraient une petite comédie, quoi. Donc ça, c'était amusant. Et puis moi, je prenais ça comme des subventions. Parce que moi, j'ai jamais été dans le théâtre subventionné. Donc, il fallait être sponsorisé. Et je préférais être sponsorisé plutôt que de faire des films que j'aurais pas aimé faire. Des films fiscaux, comme on dit. Qu'est-ce qui fait la différence entre le film de pub et le film classique? C'est qu'on est mercenaire d'un film de pub. On est au service d'une communication ou d'une idée qui n'est pas la vôtre. D'abord, souvent le scénario, c'est pas vous qui l'avez écrit, donc vous améliorez les choses, mais on est surtout... Il y a un directeur de la création, c'est ça que j'aime beaucoup, le terme. Directeur de la création. Dans la publicité, c'est quand même... C'est juste à côté du directeur de l'univers. C'est un beau titre. Il y a des rédacteurs, il y a des DA, des directeurs artistiques. Il y a plein de directeurs, puis on a plein de prix dans la pub. Mais en même temps, il faut réaliser, il faut rendre réel quelque chose, une petite histoire comme ça en 30 secondes. Vous en avez fait combien?
J'ai dans Une centaine 200-300, oui. 200-300. Oui, mais enfin, c'était souvent des sagas, on en faisait 5 ou 10 à la fois. Mais j'ai appris aussi mon métier de metteur en scène. C'est une sorte de fémis. C'est-à-dire qu'on vous donne un truc à réaliser, donc il y a une histoire, il y a un petit gag, il faut La voir Fémis, c'est l'école du cinéma en France. c'est l'école du cinéma. C'est une manière comme ça d'apprendre toujours, de connaître des nouvelles techniques, toutes les techniques numériques, tout ça. Il y a une tradition dans l'émission, on apporte un objet. Est-ce que vous avez un objet avec vous, Philippe? Oui. Bien sûr, on me l'a demandé. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, puis finalement, je vous ai apporté ça. Voilà. Alors, c'est pas de la publicité, parce que c'est quand même un médicament, donc c'est de la ventoline. Ouais. Comme je suis asthmatique, c'est le seul objet, en fait, qui me suit partout dans le monde, partout où je vais. Et c'est encore plus important pour moi que l'ordinateur portable, qui me suit aussi partout. Parce que si j'ai pas ça, j'étouffe complètement et je ne suis plus moi-même. Et ça me permet aussi de ne pas faire uniquement des phrases de 15 km, de façon à ce que des comédiens comme Gérard puissent quand même les dire. Ouais, à cause de ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a des phrases Il y en a des monstrueuses. énormes, justement, c'est quand Il y a j'avais des pas, phrases monstrueuses. quand j'avais pas, était asthmatique. quand j'avais pas l'inhalateur à portée de main, donc ces phrases Il y a des sont phrases devenues d'une plus page. importantes. Non, c'est atroce. Pourtant, vous êtes triathlète aussi. Hein. Philippe, j'ai fait beaucoup de sport, maintenant j'ai un peu moins le temps, hélas. Ah oui, c'est que ça marche. Et vous Ouais, j'ai oublié, on m'avait pas dit l'objet. Ça, c'est nul. Mais Ça, je vous c'est ai nul, apporté alors. une chanson je crois que c'est une chanson de Mayol qui dit « Ah, mademoiselle Rose, j'ai un joli petit objet à vous montrer. Ça n'est pas grand-chose, mais ça vous fera plaisir. » Après, ça tient dans la main, tout ça. C'est un petit oiseau, et en fait, je crois que je ne me souviens plus de la chute, mais... Je l'accueille avec plaisir. Non, je pense que c'était pas pour vous. Enfin, moi, je ne connais pas vos orientations sexuelles, mais... Ça peut être Mademoiselle Rose et Noire. Voilà. Personnalités multiples, ça existe. Alain, qu'avez-vous entendu de ce qu'ont dit ces larrons? Non, j'en étais resté à l'idée du paquet, dont je m'excuse, je n'avais pas regardé la pièce, mais à travers un personnage comme ça, on est tous, ce qui me semble, un personnage un peu tout seul, avec sa volonté de se raconter, de mentir en définitive, de se mentir à lui-même, de mentir aux autres, de s'inventer une vie. Je pense que je le suis aussi, mais on ne sait plus après se démêler soi-même. Si je dis par exemple que j'ai vendu des hosties, que j'étais parachutiste, je suis peintre en bâtiment et que j'essaie d'être chanteur par exemple. Tout est vrai. Et tous les quatre sont vrais. Ouais. J'ai tout emmêlé là-dedans. Et en plus, vous avez vécu nu. Oui, oui, aussi. Alors voilà. On va vous écouter chanter et je vais demander à Igor ce qu'il a entendu ou ce qu'il partage avec Claudel et Junio. Non, mais j'ai entendu ça. Oui, mais vous pouvez être un peu plus... Ouais, non, mais non, mais... Alain, si vous voulez bien gagner le piano. Non, moi, ce que j'ai entendu, c'est en dehors de leur complicité, ça qui est vivante. C'est la recherche de la simplicité dans l'expression, dans les propos, quoi. Je parle pas de la pièce que j'ai pas vue non plus, mais... Non, mais c'était pas... Il n'y a pas d'obligation. Non, c'est pas une obligation militaire, mais c'est une rencontre. Ouais, non, mais voilà, donc c'est tout ça pour dire que c'est vivant. Voilà. Pourquoi est-ce que vous, quand vous, dans votre travail, vous êtes en itinérance quasiment en permanence? Ça, c'est une fonction normale du théâtre. Enfin, c'est assez récent que les théâtres sont construits en dur. Non, voilà, nous, on a toujours été en itinérance parce qu'on aime bien les bestioles, on était avec nos filles, maintenant elles sont grandes, elles étaient avec nous et dans les spectacles. Puis d'aller avec tout notre bazar. D'abord aussi parce que les salles de spectacle, que ce soit la Volière avant ou du Tanzingaro, ce qu'on a fait, l'enveloppe est en même temps le décor, voilà. Donc c'est une espèce de salle commune qui est entre nos caravanes où on reçoit les gens un peu chez nous. On va voir tout ça tout à l'heure en images. Alain Leprest, chez Leprest, c'est le volume 2, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu un volume 1, et surtout qu'il y a déjà eu presque une histoire de famille, puisque Alain Leprest chante avec autour de lui tous ces chanteurs et chanteuses qui ont toujours voulu partager avec lui les chansons qu'il écrit. Voici un premier extrait de l'album « Il pleut sur la mer ». Vous êtes accompagné au piano par Léonissime.
pleut sur la mer et ça sert à rien qu'à noyer debout le gardien du phare. Le phare y a beau temps qu'il a plus de gardien. Tout est électrique, il peut bien pleuvoir. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche, il pleut sur la mer et c'est inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu. Les mouettes s'ennuient blotties sous les tuiles. Il tombe des cordes et l'eau s'est pendue. Plus haute branche de la Manche, il pleut sur la mer et ça sert à rien. À rien et à rien, mais quoi sert à quoi? Les cieux, c'est leur droit d'avoir du chagrin. Des nuages indiens vident leur carquois. C'est l'été commence sur la Manche. Il pleut sur la mer et c'est imbécile à croire que la mer se pisse dessus, s'aborde ses ports, ses remparts, ses îles. T'as l'air d'un moineau sur mon par-dessus, d'une corneille blanche sur ma manche. Il pleut sur la mer et ça nous ressemble. De l'eau dans de l'eau, c'est nous tout craché. Et nos yeux fondus au fond de septembre regardent rouler ces larmes cachées. Curieuse avalanche sur la Manche. Il pleut sur la mer, c'est con comme la pluie. Peut-être c'est nous qui sommes à l'envers. L'amour a des nœuds pleins sa mise en pluie. Ça nous fait marrer, il pleut sur la mer. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche. Venez nous rejoindre, Alain. On parlait de la puissance des mots, la chanson réaliste, ça vous convient? Quand c'est des textes de cette qualité, évidemment, oui. C'est ce qui est assez miraculeux aussi dans la chanson. Quand elle atteint ce niveau de qualité, on a une adéquation comme ça, une espèce d'harmonie entre une musique, la voix et la personnalité de quelqu'un, et puis des mots. Et quand ce triangle parfait est équilibré, c'est quelque chose de magique, oui. Parce que ça a l'air de rien, les chansons. C'est ça qui est absolument magnifique. Gainsbourg disait que c'était un art mineur. Je crois que c'est un mensonge absolu. J'ai jamais été d'accord avec ça. La chanson... Il était corrigé par Claude Nougaro dans ce fameux débat avec Guy Béard, où Nougaro avait dit que la chanson est un art mineur de fond. Non, mais je trouve qu'arriver en 3-4 minutes comme ça à créer une sorte de moment à la fois d'émotion et d'ouverture du sens. Enfin, c'est comme un puits sans fond, une chanson réussie. Donc on plonge dedans et en plus on est happé par... Plus on l'entend, plus on l'aime. Souvent, c'est ça qui est... Les poils qui dressent, hein, il y a une espèce de chose... Moi, ce que je trouve très formidable, enfin tout à fait épatant dans les chansons, c'est que contrairement à un film ou un livre, c'est rare qu'on lise 15 fois le film de suite, alors que... le livre plutôt, alors qu'une chanson, si elle vous plaît, celle-là j'ai envie de la réentendre et puis de l'entendre plusieurs fois, jusqu'à... plein de fois, c'est très... Je vous donne... Et puis, pour poursuivre un petit peu ce que dit Gérard, les chansons nous accompagnent dans la vie beaucoup plus précisément, intimement et facilement qu'un livre ou un film.
Avec les moyens qu'on a de les écouter maintenant, en dehors du spectacle vivant comme ça, c'est vrai qu'on a des chansons de chevet, quoi, et un chevet qui est portatif et qui est tout le temps disponible. Et ça, c'est d'un grand réconfort souvent. Chez le Presse, quelle idée, enfin, on a une palette de chanteurs et de chanteuses qui viennent chanter avec vous, pour vous. C'est en région parisienne, il n'y a pas de grand studio, il n'y a pas de grand truc, mais qu'il n'y ait pas de grand truc, c'est votre truc, là, justement. C'est beau, hein. Donc Olivia Ruiz, Adamo, Kent, Amélie Les Crayons, Anne Sylvestre, Higelin, Enzo dans ces 2 albums à 3 ans d'écart. Oui, c'était venu de l'idée très prétentieuse de dire au bout de 30 ans de chansons, un peu plus même, de dire mais est-ce que je fais un peu partie de la famille, quoi? Est-ce que le travail que j'ai fait, il s'inscrit justement dans cette tradition un peu de la chanson? Est-ce que, outre des compliments, des écoutes, des mots gentils de mes pères, je pense justement à Higelin, à Fugain, à d'autres, et puis ces jeunes que j'aime bien aussi, comme Loïc Lantoine, côté punk, etc. et tout, est-ce qu'ils m'acceptent? Est-ce que mes chansons s'inscrivent, quoi, chez eux, dans ce Vous avez toujours eu Est-ce que c'est ce doute que vous avez toujours eu en vous qui a fait que, à quelques exceptions près, je pense au disque avec Galliano, je pense à l'Olympia une fois, vous avez toujours refusé la grande scène alors que vous auriez pu les doigts dans le nez? Non, on ne peut pas dire vraiment quel artiste refuserait vraiment d'avoir mais on vous sent, un auditoire beaucoup plus grand. Vous préférez le cabaret, quoi. Enfin, pas le cabaret, le bistrot. Je chante aussi, oui, c'est vrai, parce que je renvoie l'ascenseur aussi. Ce sont des endroits où j'ai commencé. Je ne vois pas ce qui m'interdirait, je veux dire, d'y retourner de temps en temps, presque pour me ressourcer. Quand on fait ces petits lieux-là, on est d'autant plus à l'aise, je veux dire, de balayer de grandes salles comme ça. J'aime bien aussi y chanter. Et on va faire le Casino de Paris, par exemple, le 8 mars. On a fait le Bataclan, on a fait l'Alhambra, et puis d'autres petites scènes, chez Olimo, par exemple, à l'Espace Léo Ferre à Ivry. Enfin, il y a d'autres noms que je voudrais citer, mais il y a un public. Il n'y a pas un petit public, il y a un grand public, en définitive. Hein. Je me trouve bien, finalement, d'avoir ce choix, un peu ce privilège de pouvoir choisir. Et bon, de mettre la chanson garder une bonne distance. Alors, justement, je voudrais vous faire entendre Ferrat qui parlait. Alors, nous sommes en novembre 75 et il parle en novembre 75 des menaces qui pèsent sur la création culturelle. Ça donne ceci. Arrêtez de tousser dans la salle. Je crois qu'en France, depuis quelques années, la tension sociale, économique et politique se fait de plus en plus grande, c'est vrai. Et peut-être que ça me pousse à être plus agressif aussi dans certains cas. Il me semble que nous allons vers vraiment une subordination totale dans le domaine artistique en particulier, de la création au bénéfice des grands intérêts commerciaux. Et si vous voulez, j'en souffre évidemment pour moi, mais j'en souffre pour tous ceux qui œuvrent dans ce métier, qui font œuvre de créateurs et qui ne peuvent pas s'exprimer à cause justement de ces impératifs commerciaux. C'était il y a 35 ans, et Dieu dans tout ça, parce que c'était Chancel qui posait les questions. Mais on a l'impression que Ferrat, là, il est du centre-droit, quoi. Oui. Aujourd'hui, on a été largement dépassé par ce qu'il craint. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Parce que si j'ai bonne mémoire, papa était Tannard, j'étais Stahl. Donc chez vous, il y a une aventure avec le Parti communiste. Oui. Oui, je suis citoyen aussi, quoi. C'est vrai que mes espoirs, mes combats, souvent se rapprochent, continuent de se fondre à ces amis-là. Mais je n'y mêle pas non plus mon travail. Je suis pas un chanteur de parti. Je ne confonds pas la scène et la tribune, et mes chansons et des éditoriaux. Mais en ce qui concerne... Vous faites attention à ça? Oui, parce que je pense que
La chanson mérite, elle mérite un espace d'image, d'invention qui n'a pas sa place, je veux dire, dans un combat direct, politique, d'affrontement, quoi. Elle laisse plus de place au doute, par exemple. Dans le doute, alors justement, j'allais vous poser une question sur les thèmes qui sont les vôtres. Il y a beaucoup d'eau dans vos chansons, de l'eau. Oui. Il y a la mer, dans celle qu'on a entendue, il y a la pluie, ça c'est récurrent, toujours l'eau ou la personne face à la mer. C'est mon choix. Hein, vous êtes né dans la Manche. C'était mon enfance, oui, au bord de l'eau. Je suis un marin qui n'a jamais foutu les pieds sur un bateau. Mais j'adore cet élément. Puis il y a aussi les lieux. Vous parlez beaucoup des lieux. Je notais les lieux alors plus dans l'idée de la nostalgie, mais c'est des époques très précises aussi. L'enfance, par exemple. Ça sert à ça, c'est une espèce de calendrier aussi à la chanson. Puis on peut bien parler, c'est pour ça aussi je disais, c'est difficile de faire des chansons sur l'immédiat, sur la politique, parce qu'on peut bien parler que des choses qui sont derrière soi, on se retourne et on les regarde comme des petits objets bien finis, bien définis. Et là, on prend son temps et on en parle, quoi. Des chansons immédiates sur... une chanson sur Haïti, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aimerait bien en faire sur une injustice d'hier, etc. Mais on dérape tout de suite. Vous écrivez « Mon café littéraire, c'est devant le cimetière ». Oui. Terrible de dire ça, non? Mais parce que j'ai habité pas mal de temps en face du Père-Lachaise, à côté. Je voudrais lire un tout petit extrait de Thomas Sandoz, chez Christian Pirot, éditeur. Je viens vous voir, Alain Leprest, ceci. Je suis un chanteur qui peint, comme beaucoup d'autres dessinent ou scribouillent, ou essaie de s'affronter à une autre manière de représenter les choses que celle de l'écriture. On vous a cité, hein. J'ai les yeux humides et le pinceau sec, la palette à vide, je suis Toulouse-Lautrec devant la Goulue. Extrait. Mais pour Alain, cela va au-delà. La peinture l'engage plus. C'est parfois aussi un moyen d'évacuer la violence qui sourd en lui. Un de ses amis se souvient d'avoir vu un jour Alain se mettre à dessiner pour déverser une soudaine colère. Sur le dessin, toutes les personnes présentes alors le toisent, recroquevillées, misérables, déjà morts peut-être. Vous aviez aussi votre paquet là, à côté de vous dans ce dessin. La peinture, c'est... Oui, les mots qui manquent. Souvent. Mais c'est aussi un moment de respiration. Et quand il n'y a plus de papier, je me suis vu attaquer les murs aux grandes dames des propriétaires, souvent d'ailleurs, qui me louaient l'appartement. Et j'aurais laissé des fresques sur les plafonds, sur les murs et un peu partout. Mais oui. À l'occasion, on viendra à la maison, parce que justement, il y a un mur. Mais si vous voulez, à l'occasion, vous dessinerez un petit... Je le fasse, là. Sur une des colonnes, là, on peut vous donner un feutre. Je voulais vous offrir ceci. Édith Piaf, 1961. Mon Dieu, Charles Dumont, qui a composé pour elle cette chanson. Écoutons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Ah, ça va être bien pour le reste de l'histoire. Mais oui, en plus, c'est cette force, cette espèce de prière qu'elle a eu la force de chanter, je crois, à la disparition de l'amour de sa vie, de Cerdan. C'est absolument poignant. C'est très, très beau. On renvoie au film avec Cotillard. Je voudrais qu'on écoute de la musique. Alors, on peut, vous concernant, que citer Piaf. Je voudrais citer aussi Romain Didier,
Francesca Solville, hein, donc là, toute Ouais. une tradition un peu rive gauche. Bon, il Oui. y a là Très belle rive, d'ailleurs. des parentés Galliano. Et puis, on va vous regarder dans ce concert au Bataclan, c'était en mars 2008, c'est « Je viens vous revoir », c'est ça? Parce qu'il y avait eu un disque précédent qui s'appelait « Je viens vous voir ». Donc là, je venais vous revoir, après il y a eu le passage de la maladie. Et vos amis chanteurs et musiciens sont sur scène. On a choisi Fantine, Jamais et Vous-même. Tu valseras pour rien, mon vieux, la belle que tu serres dans tes yeux. Ce n'est pas de l'amour, c'est une envie d'amour. Tu valses avec une ombre. Je sais plus. J'ai un trou. Moi ça va, c'est la tête. Comme à la Saint-Molaire, qui a perdu son cure-dent au fond de la boîte à gants des causes humanité. Quand on est vieux, pour moi ça gazera mieux. Quand je serai devenu du gaz, quand je serai devenu du jazz, dans le sax du bon Dieu. Ma vie va s'effacer des murs blancs de Tokyo. Je plonge vers la mer, le ciel me vienne en aide. Mon amour, je t'écris dans le Boeing en feu. D'Osaka à Tokyo, le Boeing en feu. Comment est-ce qu'on écrit une chanson comme celle-là, qui vous mettez en chanson et en musique ce mot qu'a écrit un homme qui est dans un avion qui tombe? Oui. C'est une catastrophe aérienne, Boeing en de la ferraille, oui, et le type, l'avion tombe pendant 20 minutes, défaut de structure. Il a le temps d'écrire un mot qu'il confie à son attaché de caisse. Oui, il dit c'est belle chose. Je n'ai pratiquement pas touché grand-chose, quoi. Évidemment, la nécessité de mettre des rimes dessus, mais c'est pratiquement la phrase presque que disait cet homme, hein, une vision très belle chose. Il disait je te vois hublot. Oui, mon seul regret, c'est de ne pas avoir serré vos mains suffisamment la veille, quoi. Il y a quelque chose de profondément triste et puis quelque chose de plein d'espérance à la fois là-dedans, sur l'espèce humaine, on va dire. Vous faites écho, là. Hein. J'ai une dernière question à vous poser. C'est sur l'écriture. Vous écrivez de la chanson, on sent qu'il y a d'autres possibilités que celle-là. Vous pourriez écrire du texte. Vous avez essayé un peu, mais... Oui. Eh bien non. Vous pourriez faire du théâtre. J'ai cherché, non. Pour Gérard Jugnot. C'est très difficile. Non, la prose, je n'ai pas trouvé l'envol. C'était un collègue, Yvan Dautin, qui disait qu'il y a autant de différences entre la chanson et un roman qu'entre la préparation physique d'un sportif qui fait un 100 mètres et puis un autre qui fait un 1500, puis un autre qui fait un 15 000 et qui fait... Pourtant, ce sont deux sportifs, pareil, hein, et vous êtes sportif, par exemple, et ils n'auront pas du tout les mêmes performances, quoi, sur ces courses différentes. Et c'est pareil, je pense, pour le galop d'essai, pour une chanson, une pièce de théâtre, un roman, une saga, une nouvelle. C'est pas du tout pareil. Est-ce que vous avez les ongles propres aujourd'hui? Vous faites référence à des remarques qu'on m'a fait. Oui, parce que je suis toujours en train de gratter quelque chose ou de peindre. Et puis voilà. Je crois à peu près, là, pour la télévision. Voilà, et quand il commence le métier, je ne sais plus qui vous voyez, et la personne que vous voyez vous dit, oui, peut-être que vous allez faire un peu de carrière, mais ayez les ongles propres quand vous vous présentez. Alors que dans ma tête, j'avais tellement envie de la rencontrer, cette personne, et je parlais de mes chansons, elle n'en regardait que mes ongles, en fait, c'était agaçant. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Il va vous paraître un peu
Non, imposant. C'est la règle du jeu. C'est un... Voilà. Imposez-le, c'est magnifique. C'est un objet peut-être, j'allais dire un peu indécent, parce que d'abord je pense à mon père qui avait un beau petit jardin près de Rouen, et puis il était souvent avec ça à la main. Quand je dis un peu indécent, parce que c'est vrai qu'il y a des pays qui en ont bien besoin d'eau et qui aimeraient bien avoir de quoi remplir leurs arrosoirs, à une époque où on va peut-être se mettre à payer le... On la paye déjà, l'eau, mais on va peut-être se mettre à payer l'air maintenant. Surtout au Proche-Orient, c'est un enjeu magistral. Et encore, on revient à l'eau. Et ça souligne quoi? Ça souligne la nécessité de la terre, la nécessité de... Oui, c'est un instrument d'espoir, ça appelle la graine, ça appelle, la pousse. Qu'avez-vous entendu, messieurs, d'Alain Leprest? Je vais juste continuer sur l'arrosoir, parce que quand Alain tout à l'heure parlait de l'enfance, de la nécessité du temps... de laisser le temps passer pour que se polissent ou se cristallisent les choses. Moi, je ressens tout à fait la même chose. C'est-à-dire que je me rends compte que plus j'avance dans la vie, plus je puise dans une période essentielle qui a été finalement mon enfance entre, on va dire, 7, 8 ans, 12 ans. Ce que Baudelaire appelait les minutes heureuses. C'est une magnifique formule. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se fécondent à ce moment-là. Et ça, j'en reviens à l'arrosoir, parce que c'est sans doute l'objet autour duquel je rêvais le plus quand j'étais enfant. J'ai eu une enfance aussi à la campagne, avec des jardins derrière la maison, et je ne cessais de jouer avec ça, de faire des pluies. On ne savait même plus trop comment écrire le mot pomme. Oui, de faire des pluies d'eau, justement, avec le soleil. POM. C'est un très bel objet qui est un complice de jeu pour un enfant, et puis effectivement qui veut dire tellement de choses par rapport au fait de travailler quelque chose, de laisser pousser, de prendre le temps aussi. Parce que observer un jardin, c'est observer le temps. Puis surtout, ça adoucit l'eau. Parce que le jet d'eau, c'est très violent, alors que la pomme, c'est très... Oui, très sensuel, très en même temps. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase « les mots qui manquent ». Je trouve ça sublime, mais il n'y a rien d'autre. C'est ça que je trouve très beau dans les chansons, dans la poésie. C'est qu'avec trois images comme ça, on a tout compris. La peinture, c'est les mots qui manquent. Hier, j'ai un ami qui me disait « ce type-là, je ne le sens pas, c'est une poignée d'eau ». C'est dur. Je trouve ça très beau. Non, c'est un type qu'on n'arrive pas à saisir, oui, mais... Pour le type, je veux dire. Oui, sans doute. Mais l'image est belle. Elle est... Igor, répondez-moi dans une seconde, mais je voudrais préciser que j'ai été heureux de lire ça dans le magazine Chorus, c'était il y a 1 ou 2 ans. Et vous répondiez à Marc Legras, et vous lui disiez « Au mi-temps de ma vie, je me sens un peu apaisé ». Et je trouvais que cette phrase était belle vous concernant. Igor, comment est-ce que vous écoutez ce saltimbanque-là? J'écoute ce que je perçois surtout, c'est se connaître, mais c'est toutes les facettes, et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est que voilà, c'est qu'une facette, on a un peu de lumière sur un endroit, qui est la chanson, pas la prose, parce qu'il n'a pas trouvé les rimes pour la prose. Mais que, voilà, moi c'est ça qui me touche, c'est que c'est un bonhomme, mais c'est pas un chanteur. C'est ça que j'aime bien quand je vois quelqu'un qui danse, c'est pas un danseur ou une danseuse, c'est quelqu'un qui est en train de danser, c'est quelqu'un... Voilà, et ça, voilà, c'est ça que je ressens, et qui sans parler de la chanson qui me... Pareil, l'astracan, il est pas... Vous concernant vous et Lily, qu'est-ce qu'on peut dire? 5 spectacles en 20 ans. On est entre le théâtre, puisque c'est le théâtre Dromeshko. Dromeshko. Mais ça veut dire quoi? Il y a un sens? C'est juste un mot. Aussi, ça veut dire, en tzigane, ça veut dire itinérant. Dromos, c'est le mouvement, c'est l'hippodrome, vélodrome. Voilà. Dromeshko. Et c'est un adjectif en tzigane, mais c'est juste parce que c'est joli. 5 spectacles en 20 ans, c'est pas beaucoup. Ouais, mais entre-temps, on prend du temps. Moi, j'enchaîne jamais. Créer des spectacles, c'est pas un métier, comme c'est pas un métier de chanter, comme c'est pas un métier... Enfin, c'est un métier parce qu'on en vit un peu quand même, et puis qu'on peut-être... Mais c'est... Enfin, plus qu'une occupation, c'est des moments de vie, mais voilà, c'est donc... Moi, j'enchaîne pas des moments, j'arrête, et puis je vais faire de la soudure, faire autre chose. Salir les ongles. Ouais, je soude pas mal, je fais d'autres choses, je conduis des camions, enfin voilà, c'est artisanal. Vous faites quoi avec les camions? Je les conduis, je répare, enfin on fait plein de choses, quoi. Mais c'est normal. Mais c'est tout ça pour dire, c'est qu'on n'enchaîne pas, je pourrais pas faire des spectacles, d'abord ça prend 1 an pour
pour le fabriquer. Après, Donc on vous, tourne. vous infirmez ce que craignait Jean Ferrat, quoi. Ah bah ouais, puis nous, normalement, on devrait faire 2 spectacles tous les 3 ans, comme compagnie conventionnée, voilà. Et nous, on peut pas, enfin, si on prend... Votre dernier spectacle s'appelle « Arrêtez le monde, je voudrais descendre ». Je vous en propose un premier extrait pour qu'on sente un peu et qu'on se promène au travers de votre travail. D'accord. Voilà, c'est à l'affiche. On a vu une machine qui bouge, on a vu une salle de réveil, on n'a pas vu parce que y a un drap dessus, mais la femme qui est dans cette salle de réveil, qui fume un clope à côté du type qui se sert, a un pied reptilien. Donc on est dans l'île de Docteur Moreau un peu. Si vous découvriez ça, vous diriez quoi de ce que vous faites? En regardant ça? Oui. Ben, j'aurais été content d'être né dans cet endroit-là et de terminer là, quoi. Dans cet hôpital. Bah ouais, c'est un hôpital de rêve quand même. Il y a des transfusions du pinard, on fume, on a des pieds d'oiseaux. Dans les c'est des pieds d'oiseaux, ouais, ou de ce qu'on veut. Ouais, ce qu'on veut, on s'en fout. Ouais. Mais non, mais c'est pas. De toute façon, c'est pas. On n'est pas dans le réalisme des. C'est la seule façon de pouvoir parler des choses, c'est de parler d'autres choses, de toute façon. Où vous allez, enfin, comment vous, et on va faire un peu le parcours que vous avez fait depuis ces 20 ans. Comment est-ce que vous travaillez l'inspiration? Tout à l'heure, on parlait, bon voilà, je lis un journal et un Boeing s'écrase et ça devient de la poésie et je transfigure. Vous êtes en permanence aussi dans la transfiguration, dans le rêve, surréaliste, enfin, un tout petit peu, mais toujours plaisant, toujours, ça vient vous chercher, quoi. D'où ça vient? Ouais. Bah alors là, on va appeler docteur. Non, mais c'est en conduisant. Moi, souvent, c'est en conduisant. Voilà. Ça vient des camions? Des camions ou de la voiture. Quelquefois, je suis chez moi en Bretagne, et puis si je suis à sec, je prends la voiture et je tourne en rond autour de la maison, enfin, un peu quelques kilomètres. Ouais. Et avec Lily, on brasse des choses, et puis ça naît du croisement. Ils sont tout seuls, il ne se passe rien. Si je reprends ce que disait tout à l'heure Alain Leprest, ça s'arrête quand même, ça s'appelle quand même « Arrêter le monde, je voudrais descendre ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a nécessité de s'arrêter? Ça, je crois que c'est... quand on se trompe de direction, il faut bien s'arrêter pour partir ailleurs. Enfin, mais c'est pas triste. Tant qu'il y a du mouvement, c'est qu'il n'est pas encore arrêté. Et puis si on veut descendre pour changer de direction, c'est que... Comment faites-vous pour lire Dubillard, Bourdieu au Sioran en conduisant? Non, là, on s'arrête, on lit ça dans la cuisine, en buvant un coup. Bourdieu, voilà, tout est... Deuxième extrait de ce spectacle. Je veux bien que le feu et l'alcool, c'est pareil, puisqu'ils brûlent tous les deux. Mais la pluie, ça ne brûle pas. Non, mais ça mouille. C'est pas la pluie qui mouille, c'est l'eau. La pluie, c'est de l'eau qui tombe. L'eau, pour qu'elle mouille, il faut qu'elle tombe. De l'eau qui se contente de couler, par exemple, ça ne mouille pas les gens qui se promènent le long. Les rivières, pour qu'elles mouillent, il faut tomber dedans. Tomber, voilà. Pour qu'on soit mouillé, il faut toujours que quelque chose tombe. Ou bien c'est l'eau qui tombe sur vous, ou bien c'est vous qui tombez dans l'eau. Dans les deux cas, il y a une chute. Mais pas n'importe quelle chute.
ce soit par exemple un pavé qui vous tombe sur la tête, ou que ce soit vous qui tombiez dans la cage d'escalier, dans les deux cas, vous restez sèche. Pour une chute molle, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Je note ça sur mon carnet. Pour être mouillé, il faut 1 de l'eau, 2 une chute. Ça va loin, ça. Donc vous allez chercher dans ce spectacle, hein, au-delà de la dimension un peu surréaliste dont je parlais tout à l'heure, le manège, cette machine, cette mécanique incroyable dont on entendait le bruit d'ailleurs hein, au début. Et il y a du texte quoi aussi. C'est là où... Il y a le monde qui tourne, voilà, c'était ça le principe de... Il y a cette broyeuse, quoi, voilà, avec l'espèce de bon Dieu forain. Vous appelez ça une broyeuse? Bah oui, c'est un peu une broyeuse quand même. Une gyrobroyeuse, ouais. Une gyrobroyeuse. Bon, on est dedans depuis un moment, puis elle commence... Ouais. Regardez là la gyrobroyeuse dans ce troisième extrait de spectacle. Non, on va voir. Avec l'orchestre tzigane d'Alexandre Balanescu. Non, enfin c'est... Balanescu, il a écrit la musique, c'est ces musiques qui... Et après, c'est les musiciens qui sont avec nous. Moi, je suis pas tzigane, enfin voilà. On nous colle toujours... vous avez vu, le spectacle, c'est pas... Non, mais bien sûr, mais cette musique, elle est là, et elle va tellement bien. Non, mais je veux dire, c'est pas de la musique tzigane. Je veux dire, il y a d'autres spectacles où on joue des xardaches, enfin voilà, parce qu'on est avec des musiciens tziganes, c'est une musique que j'aime beaucoup. Là, c'est grave, là. Parlez-nous de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est au vu du public, on a cet homme qui organise la scène suivante du manège? Oui, c'est lui qui tire à vue voilà, tous ces fils-là, qui ouvre ses volets, sur des petits moments de vie, voilà, dans ce monde qui tourne. C'est le bon Dieu, c'est le docteur. S'il fallait vous situer quelques repères biographiques, il y a le cirque Allègre. Allègre. Ouais, je confonds avec un antivers. C'est un lapsus, pardonnez-moi. Le cirque Allègre. Ouais. Vous avez été après en 83 cofondateur de Zingaro. Voilà, avec les chevals. Avec les chevals. Et puis ensuite, il y a eu cette incroyable volière. Voilà. La volière Dromesco. Qu'est-ce que c'est que cette volière? Qu'est-ce que c'est que cette apparition magique, un jour, des animaux? C'est-à-dire quand on a quitté, voilà, quand on s'est quitté avec Zingaro, pendant 1 an et demi, j'ai fait de la soudure un peu. Puis j'ai fait une deuxième fille avec Lily. Et pendant qu'elle était enceinte de la petite, elle rapportait des oiseaux, le caprice, enfin voilà, il achetait des éclairs au chocolat ou des fraises, elle rapportait. Donc une fois qu'il y a eu 60... Lily capricieuse. Ouais, enfin caprice de femme enceinte. Une fois qu'il y a eu 80 piafs dans le camion, il fallait bien faire une volière on n'allait pas laisser s'enfermer, donc on a fait la volière. Après, moi, je dis ça en plaisantant, mais c'est à moitié ça. C'est comme ça que naissent les choses. De toute façon, nous, dans ce que je fais ou ce qu'on fait avec Lily, on rentre toujours c'est obligé par la petite porte, parce qu'autrement, quand on réfléchit, là, que ce soit avec Bourdieu, machin, Le Monde, si on n'ouvre pas la toute petite porte, on rentre pas dedans. De toute façon, on peut pas. Il n'y a rien à dire. C'est toujours des bouts de ficelle qui parlent. On se promène dans votre univers, l'utopie. Quand on va regarder les images de ce spectacle. L'utopie fatigue les escargots. Ouais, l'utopie fatigue les escargots. 2003, ouais. Ça c'est 2003. 2003. Ouais. C'était 2003 et là, voilà les escargots. Enfin non, apparemment non. C'est les artistes là. Voilà les artistes. Vive la nation! Vive la République! Vive la France! Alors, question, quelle est la nécessité du cochon dans les spectacles d'Igor?
dans l'imaginaire d'Igor. Pourquoi est-ce qu'il y a... Mais le cochon, et après on verra Charles. Charles, c'est un autre animal. Monsieur Charles, diriez-vous. Notre directeur. Qu'est-ce que ça dit, ces animaux? Ils sont dressés? Ah, pas plus que nous. Non. Chez Dromesco, ni les musiciens, ni les animaux, personne n'est dressé, quoi. Après, c'est... Pourtant, vous on savez se connaît vos bien. textes. Comment? Vous savez vos textes. Bah oui, parce que non, mais ça c'est pas du dressage, quoi. C'est de l'amusement. Ouais. Non, mais je dirais, après c'est juste de savoir comment se croisent les gens et les choses. Mais c'est le problème de tout spectacle, soit théâtre ou d'autres choses, quoi. C'est comment ils s'éclairent et comment ça frotte. Voilà, comment les couleurs frottent ensemble sur un tableau, savoir s'il y a du rouge ou du vert, on s'en fout. C'est juste qu'est-ce qui se passe entre les deux, quoi. Et c'est que ça, non, mais dans ces fragments. Quand on est itinérant comme vous êtes, quand on est toujours sur des chantiers, sur le chantier du spectacle, c'est pas facile de transporter des cochons. Et on va le voir dans le spectacle suivant, La Baraque, un marabout, Monsieur Charles, le marabout qui est le totem. Voilà, ça fait 20 ans qu'il est avec nous. Mais... Non, mais ça oblige, les cochons, ça oblige à travailler autrement. Si on n'avait pas de cochons, ou pas, le marabout, voilà, c'est une façon de faire rentrer les nuisances de la vie dans nos endroits de création, en fait. Mais c'est pas des nuisances, parce que c'est des amis, mais voilà. Ça oblige... Si on va manger un plat, voilà, et qu'on va dans un bon restaurant avec une nappe blanche, et si on va pique-niquer dans l'herbe avec une couverture, le même plat, il n'a pas le même goût. Voilà. Donc nous, on est toujours... c'est une espèce de rappel, comme j'aime bien quand il se met à pleuvoir sur la bâche. Ça fait du bruit. Ouais, bah oui, parce qu'il faut gueuler plus fort. Non, mais le théâtre, ça raconte que la vie, enfin voilà, par tous les biais, les détours qu'on veut. Et c'est bien, quelquefois, de ne pas l'oublier, quoi, qu'elle vienne nous emmerder. J'aime bien quand il y a une répétition, qu'il y a... Pas un cochon seulement, parce que les cochons, ils sont chez eux, mais quelqu'un qui vient de perturber ça. Vous riez parfois ou non? Rire? Oh bah, je ris sans arrêt, moi. Ah bon? Bah ouais, autrement je me lèverais pas le matin. C'est le seul moment où on est seul un peu. Pourquoi là je suis triste quand je parle? Non, mais vous avez l'air sérieux parfois. Mais on m'a dit que vous étiez très sérieux, moi je regarde pas. Mais donc, ça, c'est content, c'est que vous, depuis qu'on parle, vous riez sans arrêt, moi j'ai peut-être l'air triste. Eh ben, comme quoi on se trompe quand on dit que cette émission est pas rigolote. Bah non, mais ouais. Non, c'est pour ça qu'on la met tard, c'est nul. Enfin bon. Donc vous riez tout le temps. Et Monsieur Charles? Pas tout le temps, mais voilà, comme tout le monde, des moments où je me lave les dents, des moments où j'embrasse ma femme, des moments où je mange, des moments où je ris. Enfin voilà. Des moments où vous chiez aussi. Enfin, ça arrive. Bah ouais, on fait ça. Mais voilà. Non, mais Monsieur Charles, là, il est quand même. Où est-ce que vous êtes allé trouver un marabout? Enfin, le jour où vous dites tiens, dans mon spectacle, je vais mettre un marabout. C'était Lily qui avait envie d'un marabout. Voilà. Encore du moment où elle était enceinte. Ah ouais. Donc c'est un caprice de femme enceinte. Voilà. C'est. Il s'appelle. Non, voilà. Et puis ça n'a pas été. Voilà. Question sur, je crois que c'est aussi un bel intérêt de votre travail, c'est le public, ce public que vous voulez proche, hein, que vous allez chercher, avec lequel vous partagez, etc. C'est dès le départ, ceci? C'est-à-dire l'idée de mélanger, d'offrir un verre, d'offrir... Bah ça, un verre... Quand le monde devient manège, puisqu'on a vu ça, le verre il s'offre avant de partir, mais avant c'est un spectacle. Enfin, il y a d'autres spectacles qu'on faisait, la baraque, la cantine musicale, où on bouffait de la soupe. On va regarder quelques images. Non, mais ça c'est. Donc là, on était vraiment à un niveau horizontal avec le public sur le parquet, quoi. Voilà. Mais là, on est au contraire, là c'est comme un vrai spectacle, quoi. Les gens nous regardent. Mais vous offrez un tour de manège à la fin. Quand on sera grand, on arrivera à faire des spectacles. Comment? Mais vous offrez un tour de manège à la fin et vous ouais, bah voilà, c'est un peu le. C'est justement quand on disait, quand on est dans ce monde et que ça tourne, voilà, c'est optimiste quelque part, c'est pas... Et ça fait partie de votre tradition. Puis il n'y a pas vraiment de tradition. Moi, ce qui me fait peur, c'est exactement ce qu'ils se disait avant, c'est que c'est pas refaire les mêmes choses. C'est pas l'angoisse de... Le pire, c'est d'avoir une main, de savoir poser correctement un carreau. Ça, c'est bien d'avoir une patte. Mais après, de se répéter ou de raconter... C'est-à-dire de mettre en scène des choses sans être, en oubliant un peu où est la base, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui nourrit tout ça? Après, on peut avoir juste une belle facture et puis rien raconter. Enfin, et ça, c'est un peu c'est la peur de plein de gens, mais surtout, c'est d'être discret, quoi. Voilà. Moi, je fais attention à pas trop... Vous avez dit un jour, on n'est pas dans la dépression chic du théâtre.
Ça, c'est c'est Paolo Maggelli, un ami metteur en scène qui était justement dans Vous l'Utopie reprenez Fabulous. cette phrase. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui symbolise la dépression chic du théâtre? Non, mais c'est dans... Alors, on va pas donner des leçons, mais dans le théâtre, souvent, on parle de la noirceur, de la misère du monde, on se phagocyte ça, on se la mange bien, on se roule dedans, on en fait une chose un peu esthétique, qui peut être très belle à voir, qui fait... Et ben voilà, c'est ça la dépression chic du théâtre, c'est tout d'un coup pas respecter ce qui se passe sur le plateau et ça se comporte exactement de la même façon. Enfin, des comédiens qui jouent et qui se comportent comme ce qu'ils dénoncent, enfin voilà, même si il y a toujours de la distance. Donc c'est juste ça, c'est d'avoir un peu d'honnêteté, quoi. Enfin, d'honnêteté, de rester un peu normal. Vous entendez ça, Philippe Claudel, comme... Ah oui, oui. Moi j'écoute avec beaucoup d'attention et j'ai envie de signer des deux mains sur plein de choses, hein, à commencer par les cochons. Non mais quand vous parlez des nuisances du monde, j'avais tout de suite envie d'intervenir parce que et puis vous êtes repris, c'est pas des nuisances, c'est non, c'est une nuisance amoureuse, moi c'est ce que j'adore. Puis c'est la vie en même temps, et le fait que le théâtre soit pas un univers clos, mais au contraire quelque chose avec des frontières ouvertes qui puisse accueillir tous ces bruits du monde, les plus beaux comme les plus inquiétants, ça me paraît essentiel. Ensuite, le titre même du spectacle, je trouve magnifique. C'est vrai qu'on a parfois envie de descendre, quoi. À un moment, le personnage du paquet, il dit la fin du monde, c'est à gauche ou à droite. Ça fait écho à ça. Pour ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Il y a une sorte d'accélération. Vous parliez de broyeuse, de rotative. Oui, on est tous quand même tournés. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qu'on écrit souvent, ce que j'écris n'est pas vraiment autobiographique, mais il y a des éclats, quoi, quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de mal à comprendre les choses. Je suis perdu, je pense que je ne suis pas le seul. Alors moi, j'ai de la chance, je me raccroche à mes petits mots, quoi, ou à des images. Si je crée des choses, c'est justement pour essayer de comprendre un peu tout ça, et ça me paraît de plus en plus difficile à comprendre. Et il y a aussi un aspect qui me plaît beaucoup dans ce que vous dites et ce que vous faites, c'est... J'allais dire, c'est l'aspect table d'hôte, quoi. On a souvent parlé avec Gérard, on essaye de faire, je crois que le théâtre c'est ça, c'est une table d'hôte, c'est-à-dire qu'on apporte un petit peu des choses, le comédien, l'auteur, les artistes, et puis le public apporte aussi des choses, et puis on est tous ensemble dans un lieu, on essaye de partager ça. Regardez la fin du spectacle L'Utopie, c'est la démonstration de ce que vient de dire blablabla, Philippe Claudel. Enfin voilà, vous avez vu le spectacle, des petites cages avec tout ça qui tournent autour, c'est des moteurs d'essuie-glace avec des roues de roller, avec des rouleaux, enfin voilà. Et c'est vous qui faites ça? Ouais, enfin pas que moi, le décor il était construit par le bon Dieu là qui ouvre les volets, qui est un Suisse, qui faisait tous les décors de Lango, enfin voilà, c'est tout ça, c'est des amis. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Toujours? Sauf quand je dors, c'est pour ça que je l'ai gardé. Autrement, j'ai peur. Je vais vous laisser aller dormir, là. Ouais, mais ça fait 30 ans que j'ai. Voilà, donc je cherchais un objet, une bouteille. Puis en fait, j'ai pas. Ouais, c'est comme. On cherche toujours plus loin que. Ouais, j'ai vu. Cette tête. Ouais, c'est pas un oubli, c'était ça. Alain Leprest, comment. Je suis resté sur votre idée du cirque allègre avec l'irruption d'un mammouth sur l'amphithéâtre, sur la grande scène de l'amphithéâtre. Ça pourrait faire une chanson. Non, mais c'est très beau, cette espèce de cette liberté là qui se donne sur la... C'est d'aller de surprise en surprise quand on est au milieu. Ça doit être difficile de ne pas avoir assisté à un de vos spectacles, mais moi ce que j'aime bien c'est toujours être surpris, quoi, y compris d'ailleurs même quand je m'écris, quand je me farce moi-même en écrivant une chanson, c'est toujours aller à la surprise, quoi. Ouais. Ne pas s'attendre à ce que va faire l'autre ou ce qu'on va faire soi-même, quoi. En fait. Ouais, c'est ça aussi qui est bien, ça aussi qui est bien avec les animaux, c'est que comme eux ils jouent pas. Oui, c'est ça. Voilà. Ça se disait, là, je sais plus quelqu'un m'avait dit ça dans le théâtre, on disait, je joue jamais sur un plateau avec un nègre, un chien ou un enfant, enfin, c'est ce qui se disait, quoi. De façon très élégante et très jolie, quoi.
Et ben voilà, nous on se met avec des ciganes hongrois, des cochons et puis nos filles, elles y étaient, enfin elles sont grandes, mais non, mais tout ça pour dire, c'est que voilà, c'est bien. Ça. Gérard ? Moi j'aime bien la phrase surprendre avec ce qu'on attend. C'est-à-dire on sait ce qu'on va voir un petit peu quand même, mais il faut qu'on soit surpris aussi. C'est ça qui est beau. Puis il y a ce côté saltimbanque. Moi, c'est vrai que si j'ai fait ce métier, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi faire les tournées, et j'espère qu'on va promener notre paquet, c'est que ce côté, on arrive de ville en ville comme ça, c'est manège enchanté. Ce qui est joli avec saltimbanque, c'est moi une fois, on avait des embrouilles, des manques de fric. Donc j'allais voir mon banquier, et on était déjà en trou de je sais pas combien, parce qu'on construit on n'est pas toujours très sérieux, quoi. Et je leur demandais en plus de l'argent en plus, voilà, pour donner des défraiements, on était avec tous les chèques, enfin, c'était bon. Que je lui explique que j'aurais pu être banquier, il me dit c'est pas possible, vous jouez toujours plein, vous êtes en trou, quoi. Et je lui expliquais donc voilà, que saltimbanque, qu'on venait du même banc, quoi. Ouais, c'est le banc où les juifs pouvaient trafiquer l'argent dans les marchés, banquier ça vient de là, et saltimbanque sautait de ce banc, donc il était à l'autre bout du banc, donc on vient du même banc. Alors il me dit, je suis reparti avec mes 100 000 balles. Je sais pas s'il faut que je raconte ça aux collègues. Pourquoi l'étymologie c'est vrai. parfois, Ah non, c'est marrant. Hein. Je voulais vous proposer un extrait d'un film qui s'appelle Illusiones Opticas, Illusion d'optique, film de Christian Jiménez. C'est un film chilien, situations très imbriquées les unes dans les autres, des situations de la vie quotidienne, des personnages très, très différents, mais à chaque fois il s'agit de prendre du recul, de se moquer de cette société qui conjugue communication, apparence. C'est un premier film, plutôt très réussi. On lui souhaite aussi belle route que à votre premier film, Philippe. Illusiones Opticas, extrait. Ahora te voy a pedir que elijas entre estas tres opciones: 200, 320 y 435 centímetros cúbicos. 435. 435. La del medio mejor. 320. Mejor. Oiga, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pero quiero que me lo conteste como especialista en belleza y como hombre también. Ok. ¿Usted me encuentra bonita? La belleza es un concepto subjetivo y abstracto. Pero dígame lo que usted cree. ¿Me encuentra bonita? Honestamente, no. Voilà, Illusiones Opticas. Cinéma toujours aux éditions Montparnasse, publication d'une deuxième partie de la collection de Jean Rouch, des films africains de Jean Rouch, notamment cette aventure africaine autour des Dogons, notamment au Mali. Jean Rouch disait que pour être cinéaste, il fallait avoir des semelles de vent. C'est une belle expression. Et vous avez tourné sur la direction de Jean Rouch, l'an 1. Dans le film l'an 1, c'était Jean Rouch. C'était Doyon. Ouais. Hein, il y avait Rouge, Doyon, et puis un troisième dont j'ai oublié le nom, mais GB. C'était ça dans l'an 1. On se quitte en musique avec, non pas Alain Leprest, mais une chanson d'Alain Leprest par Amélie Descrayons, auteur, compositeur, interprète. Elle vient du théâtre de rue, ça se ressent dans sa manière d'habiter le spectacle. Vous sillonnez la France, merci d'être avec nous, vous sillonnez la France depuis des années. Elle va chanter justement, ça tombe extrêmement bien, ça s'appelle « Arrose les fleurs ». Un tout petit mot sur cette chanson que va interpréter Amélie Descrayons. Ben c'était dans ce travail qui a été fait, enfin que j'ai demandé, auquel ont répondu avec tant de gentillesse d'autres artistes, dont Amélie. Je croyais que c'était une chanson d'homme, en fait. J'avais écrit avec mes mains d'homme, avec ma gorge un peu rugueuse, et elle s'est transformée par l'interprétation d'Amélie, le sentiment d'entendre autre chose. Merci Amélie Descrayons.
J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi et je t'en remercie. Que tu vas me reviendre et tout ça et qu'on s'aime et arrose les fleurs une fois par semaine. Mon amour, je te jure, les fleurs, je les fais boire. Ensemble, on est pété, tu pourrais pas le croire. Je resiffle ces mots, je suis partie sans haine, mais arrose les fleurs une fois par semaine. À quoi me sert sans toi de me priver de clopes et d'un Saint-Émilion, j'ai sur moi l'enveloppe où ta main a tracé, je rentre ce week-end, mais arrose les fleurs une fois par semaine. Avec toi, j'ai appris à parler végétal et je compte les jours comme autant de pétales. Je relis ton courrier et c'est pas un problème, sauf d'arroser les fleurs une fois par semaine. J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi et je t'en remercie. J'imagine un jardin où nos pas se promènent en arrosant les fleurs une fois par semaine. En arrosant les fleurs une fois par semaine. Merci Amélie Descrayons. Si vous voulez écouter leur... Amélie Descrayons, si vous voulez écouter leur mot de minuit, vous allez sur le blog de l'émission et vous connaîtrez le mot de minuit de nos invités. La semaine prochaine, Emmanuel de Marcimota, on parlait de théâtre, voici le directeur du Théâtre de la Ville, metteur en scène. Steven Cohen, il est chorégraphe, il est sud-africain. Arnaud Florent Didier, il est chanteur, comme vous. Alain Leprest, album récent, c'est La Reproduction. Et Florent Azios-Manoff, il est directeur du Centre d'art Le Cube. Nous parlerons de la dialectique singulière entre l'art, le living art et le numérique. Que permet l'ordinateur quand il s'agit d'exprimer de l'art? Fin de cette émission. Merci Gérard Jugnot, merci Philippe Caudel, merci Igor, merci Alain Leprest. En vous disant que la peine de mort n'a pas été abolie aux États-Unis et qu'il y avait au 1er février 2010 en France dans les prisons 61 363 détenus pour seulement 55 293 places. Bonsoir, bonne nuit. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.